artiste français à connaître une carrière internationale. Alors, si vous aimez les rayures, la provocation et l'art contemporain, je vous invite dans Il ne faut jurer de rien à adopter la Buren attitude. Ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre une partie de l'examen du projet de loi de programmation militaire. Ce texte a été adopté définitivement hier par les sénateurs par 186 voix contre 145 après une vive polémique sur la question du secret défense. Ce texte prévoit en effet une extension du secret défense à des lieux. La liste de ces lieux relevant du secret défense sera désormais établie par un arrêté du Premier ministre. Selon le sénateur socialiste Robert Badinter, il y a un immense danger à désigner des lieux dans lesquels les magistrats ne pourront plus se rendre. C'est un échec à l'état de droit, a-t-il déclaré hier. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle pour revivre cette polémique. Bon après-midi à tous sur Public Sénat. Monsieur Boulot, le 83, c'est vous qui le défendez? Monsieur Piras, pardon. Et Madame de Messine après. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement tient à supprimer l'article 5. Et permettez-moi à cet instant de rappeler la définition d'une loi de programmation militaire que je n'ai pas inventée. En surfant sur le site du ministère de la Défense, voici ce que j'ai vu. La loi de programmation militaire couvrant une durée égale à 6 années est l'acte solennel par laquelle le Parlement, sur proposition du gouvernement, consacre l'adhésion de la nation à la constitution de l'instrument militaire de la politique de la défense. La loi de programmation militaire est ainsi au point de convergence de plusieurs domaines politique, militaire, mais également industriel, économique et financier. Elle est également un sujet majeur d'intérêt pour un grand nombre d'acteurs de ces sphères. La programmation pluriannuelle des crédits permet à la défense de planifier l'acquisition des équipements nécessaires à l'accomplissement des armées. C'est ce que l'on voit sur le site. Après cette définition, on devrait tous s'interroger sur l'opportunité de l'article 5. Cet article bouleverse l'organisation des pouvoirs publics en matière de défense et de sécurité. Il modifie le code de la défense suivant les nouvelles orientations du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale relative à l'organisation des pouvoirs publics en matière de défense et de sécurité nationale. Il organise autour du président de la République une concentration des pouvoirs inédite impliquant l'extension du domaine réservé. Les rôles du Premier ministre et de vous, Monsieur le ministre de la Défense, se trouvent amoindris à la faveur d'une redistribution des responsabilités inspirée du modèle américain de sécurité nationale. Seul le ministre de l'Intérieur tire son épingle du jeu. Il y a un glissement des pouvoirs vers le ministre de l'Intérieur qui trouve, grâce au concept flou de sécurité nationale, ses compétences considérablement grossies en situation de réponse aux crises majeures, tout en assurant la conduite opérationnelle des crises. D'ailleurs, il faudrait qu'on analyse de près cette notion de crise majeure. S'agit-il de la mise en cause des intérêts de la nation, de la sécurité de la population, d'une catastrophe naturelle ou industrielle? Est-ce qu'il y aurait la tentation d'employer différemment les forces armées dans des situations de crise intérieure? Et vous, les RPR, et vous, Monsieur le Ministre, je vous interpelle très fortement et avec attention sur cette notion. Ce chapitre est en réalité hors programmation et pourrait mériter un traitement ad hoc et un débat particulier. Il modifie le contenu de l'ordonnance 59-147 du 7 janvier 59 portant organisation générale de la défense, alors que cette ordonnance, intégrée dans le Code de la défense, était devenue, au fil du temps, l'un des fondements du relatif consensus national sur les questions de défense. En réalité, cet article est là pour faire adopter, sans véritable débat, les mesures précautionnées par le livre blanc du président. Nous pensons qu'une autre démarche est possible. Le gouvernement devrait soumettre à la représentation parlementaire un projet de loi sur la nouvelle organisation des pouvoirs publics en matière de défense. La Constitution n'est pas officiellement et légalement modifiée, mais sa pratique le sera. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans oublier, Monsieur le Ministre, que les parlementaires socialistes, membres de la commission de rédaction du livre blanc, avaient démissionné pour protester contre l'ingérence du président de la République dans les travaux de la commission. Et Monsieur le Ministre, et Monsieur le Président de la Commission, compte tenu de vos origines, je vous mets en garde sur l'attention de cette suppression. Je sais que vous êtes soumis à un vote conforme, ce qui empêche tout débat, mais ce problème mérite sérieusement un débat entre nous. Merci. Madame de Messine, je rappelle que la défense d'un amendement, c'est 3 minutes. Madame de Messine.
Interrompu avant, mais je ne le laisserai pas passer une deuxième fois. Oui, ben voilà. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet article 5 est un des articles majeurs de cette loi. On pourrait pourtant s'étonner de le voir figurer dans une loi de programmation militaire, car il traite d'une question institutionnelle de fond, qui est la réorganisation des pouvoirs publics pour les adapter à la nouvelle stratégie dite de la sécurité nationale. Conscient que votre projet de loi ne traitait pas que de programmation militaire, vous avez d'ailleurs, Monsieur le Ministre, prudemment rajouté dans son intitulé et diverses dispositions concernant la défense. Ceci vous permet donc, par exemple, de modifier l'organisation des pouvoirs publics, de privatiser 2 entreprises ou bien encore de limiter le pouvoir d'investigation des juges. Cette nouvelle notion de sécurité nationale est issue des réflexions menées dans le cadre du livre blanc élaboré l'an dernier et approuvé par le président de la République. C'est une notion directement importée des États-Unis et qui est à l'origine de toute leur politique publique de sécurité et de défense. Elle inspire aussi la réflexion actuellement en cours au sein de l'OTAN pour renouveler ses concepts stratégiques. Bien que nous vivions dans un monde globalisé, je suis loin d'être persuadée qu'elle corresponde à la vision que nous avons en France des risques et des menaces contre nos intérêts nationaux. Mais je voudrais surtout, avec cet amendement de suppression, marquer notre profonde opposition aux modifications institutionnelles qu'implique cette notion, ainsi que notre refus de la concentration des pouvoirs qu'elle entraîne. À travers cet article, on assiste à une extension du champ de la sécurité et du champ des compétences du président de la République. La défense nationale devient alors un sous-ensemble de la sécurité du pays qui englobe déjà la sécurité intérieure. Cet élargissement des notions implique une concentration pyramidale des pouvoirs du président de la République où sur les questions de sécurité, tout remonte à lui et tout procède de lui. C'est ainsi que cet article 5 vise notamment à remplacer l'actuel Conseil de défense et le Conseil de sécurité intérieure par un seul organisme qui chapeautera l'ensemble. Le champ de compétences de ce nouvel organisme sera extrêmement étendu, puisqu'il couvrira toutes les questions et toutes les politiques ayant trait à la défense et à la sécurité nationale. Quand on sait que ce nouveau Conseil de défense et de sécurité nationale, présidé par le chef de l'État, se déclinera en formations spécialisées restreintes, toutes également présidées par lui, en particulier pour le renseignement, on mesure l'étendue du contrôle et des pouvoirs présidentiels sur la sécurité du pays. J'ajouterai enfin que nous débattons aussi de la création d'un organisme qui existe déjà depuis quelques mois, puisque le Conseil national du renseignement, l'une des formations spécialisées du Conseil de défense et de sécurité nationale, est déjà en place avec son coordonnateur nommé depuis quelques mois. C'est là encore un bel exemple de fonctionnement d'organisme avant même que la loi ne soit votée. Ne voulant pas cautionner ce déséquilibre institutionnel, ni approuver cette présidentialisation sans partage et sans contrôle de la sécurité du pays, nous vous demandons d'adopter cet amendement de suppression de l'article 5. Nous allons demander l'avis du rapporteur pour le 83 et le 125, monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur, votre avis sur le Monsieur le Président, la Commission ne souhaite pas de modification du texte de l'article 5 tel qu'elle l'a approuvé. L'avis est donc défavorable sur l'ensemble des amendements qui ont été discutés ou qui vont l'être. Je voudrais revenir sur un certain nombre d'arguments qui ont été avancés à l'encontre de l'article 5, qui actualise, sans les bouleverser, les dispositions sur l'organisation des pouvoirs publics en matière de défense qui dataient de l'ordonnance de 1959. Il y a d'abord le débat sur la notion de défense et sécurité nationale qui a été mise en exergue par le livre blanc et dans lequel certains voudraient voir un changement fondamental de nos conceptions politiques. Je crois qu'il faut d'abord revenir aux explications extrêmement précises qui ont été données dans les travaux du livre blanc. La stratégie de sécurité nationale prend en compte, je cite, tous les phénomènes
risques et menaces susceptibles de porter atteinte à la vie de la nation, quelle que soit leur nature, militaire ou non militaire, quelle que soit leur origine, intérieure ou extérieure. Il s'agit simplement de constater une réalité, savoir qu'il n'y a plus de césure tranchée entre la sécurité extérieure et la sécurité intérieure, et que les vulnérabilités qui affectent notre territoire ou notre population ne sont plus le fait de moyens militaires classiques, mais au contraire de modes opératoires qui cherchent à contourner nos moyens militaires ou notre puissance technologique. Il est donc nécessaire d'avoir une vision plus globale de notre sécurité, de décloisonner les pouvoirs publics pour accélérer les processus de décision et de réaction aux crises. C'est d'ailleurs ce qu'attendent nos concitoyens qui ne se soucient pas de savoir si tel ou tel moyen relève plutôt de la défense ou de la sécurité. Je voudrais aussi dire que la sécurité nationale ne se confond pas avec la sécurité intérieure. Cela est dit très clairement dans le livre blanc. La sécurité quotidienne et individuelle des personnes et des biens, c'est-à-dire l'action courante des forces de police et de gendarmerie, ne relève en rien de la sécurité nationale. Il ne peut pas y avoir de confusion sur ce point. À l'inverse, on voit bien que les moyens importants que la programmation consacre à la fonction connaissance et anticipation participent à la sécurité nationale au sens large et pas seulement à la défense au sens strictement militaire du mot. C'est bien évidemment le cas du renseignement et de ses moyens humains et techniques. Enfin, on ne peut que s'étonner du trouble que suscite l'association des mots défense et sécurité, alors que depuis des années, chacun parle d'une politique européenne de sécurité et de défense sans que ça provoque le moindre état d'âme ou la moindre discussion. Nous souhaitons donc conserver cette notion de défense et de sécurité. Alors une autre objection émise à propos de l'article 5 réside dans le fait qu'il entraînerait une excessive concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République. La Constitution n'a pas changé sur ce point. Elle donne au président de la République des responsabilités éminentes. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités, article 5 de la Constitution, ce qui le place sur tout ce qui touche à la défense et la sécurité nationale dans une situation particulière très différente de celle qu'il peut avoir sur les autres domaines de l'action gouvernementale. Il est ainsi le chef des armées, il préside les conseils de défense, article 15, et l'élection au suffrage direct, puis le quinquennat n'ont fait que renforcer la responsabilité du chef de l'État en la matière. Par ailleurs, le rôle du Premier ministre n'est pas modifié, il est même précisé. Le Premier ministre est étroitement associé avec les ministres concernés aux travaux placés sous l'autorité du Président. Je crois donc qu'il n'y a pas lieu de voir dans l'adaptation du dispositif une quelconque dérive. L'un des points importants, c'est la création du Conseil national du renseignement qui remplace effectivement une instance qui relevait de Matignon, le comité interministériel du renseignement, et dont chacun s'accorde à dire qu'elle ne parvenait pas à jouer son rôle. La coordination du renseignement depuis l'Élysée avec la mission qui a été confiée à l'ambassadeur Bachelet est, de mon point de vue, une avancée très positive. L'inscription du Conseil national du renseignement dans la loi grâce à l'article 5 me semble donc particulièrement utile. J'ai déjà donné l'avis défavorable sur l'ensemble des amendements. Alors, je vais demander au gouvernement de me donner son avis sur le 83 et le 125. À différentes reprises, simplement pour dire qu'il est quand même heureux que le gouvernement soit cohérent avec le livre blanc dans la loi de programmation militaire, c'est la moindre des choses. La deuxième chose, c'est que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer l'idée du Conseil national du renseignement en répondant à M. Chevènement hier sur la nécessaire coordination et d'ailleurs, et sur le troisième point, qu'on ait un Conseil de défense comme nous en avons aujourd'hui un Conseil de défense et de sécurité nationale, ça ne change en rien les responsabilités et les attributions du président de la République qui, sous toutes les majorités et sous c'est tous les septennats ou tous les quinquennats, a une place éminente pour définir les grandes orientations en matière de défense et de sécurité pour notre pays. Il y a simplement dans cet article 5 les conséquences du livre blanc d'une part et d'autre part la redéfinition des attributions de chaque ministre. Tout ça me semble plutôt aller dans le bon sens 50 ans après l'ordonnance de 1959. Je vous remercie. Alors, Monsieur Boulot, pour explication de vote.
Oui, Monsieur le Président, merci. Simplement pour revenir un peu sur cette concentration des pouvoirs à l'Élysée, bon, que personne veuille le voir, libre à eux. Nous pensons au contraire qu'effectivement, il y a une concentration dans tous les domaines. J'ai même lu aujourd'hui dans un hebdomadaire que, y compris d'ailleurs la flotte des avions qui était jusqu'à présent gérée par Matignon, le sera directement par l'Élysée. Si c'est pas ça la concentration de tous les pouvoirs à l'Élysée, la flotte des avions pour les ministres, hein, je précise. En ce qui concerne le Conseil national du renseignement, je voudrais que les choses soient bien claires. Nous n'avons pas contesté la mise en place d'un Conseil national du renseignement et nous ne contestons pas le rôle du coordonnateur du renseignement. Ce que nous contestons, c'est le rattachement de ce Conseil national du renseignement auprès du président de la République et, pour être précis, sous l'autorité du secrétaire général de l'Élysée. C'est ça qui est très particulier. C'est lui qui est chargé de coordonner, qui est hiérarchiquement au-dessus du coordonnateur du renseignement. Ça veut dire que lorsque vous nous expliquez que le rôle du Premier ministre reste éminent, chacun a pu s'apercevoir qu'effectivement le rôle du secrétaire général de l'Élysée était devenu éminent. D'ailleurs, c'est monnaie courante de dire qu'aujourd'hui le gouvernement a changé de rive et qu'il est concentré au 55 bis rue du Faubourg Saint-Honoré, y compris d'ailleurs le ministère de la Défense. Bien, alors je mets aux voix les deux amendements qui sont identiques, le 83 et le 125. Ceux qui sont favorables à leur adoption veulent bien lever la main. Quels sont ceux qui sont d'un avis contraire? Ils ne sont pas adoptés. Maintenant, nous avons 14 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. J'appelle le 84, c'est M. Boulot qui le défend. Non, c'est M. Boutan, à vous. Premier. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Cet article 5, nous proposons une nouvelle rédaction, et notamment celle-ci. Le gouvernement déposera à l'ouverture de la prochaine session ordinaire 2009-2010 un projet de loi sur l'organisation des pouvoirs publics en matière de défense. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de permettre au gouvernement d'organiser un débat parlementaire sur les changements importants qu'il souhaite introduire dans l'organisation des pouvoirs publics en matière de défense, un sujet dont on vient abondamment de parler. Je voudrais simplement rappeler un certain nombre de points. Cet amendement propose au gouvernement de soumettre à la représentation nationale un débat spécifique sur l'évolution de l'organisation des pouvoirs publics en matière de défense que le gouvernement souhaite aborder. Et il s'agit simplement d'une question de cohérence, mes chers collègues. Les nombreuses modifications contenues à cet article imposent en effet un débat en profondeur. Il modifie le Code de la défense suivant les nouvelles orientations du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale relatives à l'organisation des pouvoirs publics en matière de défense et de sécurité nationale. Le contenu de l'ordonnance auquel il a été fait allusion, numéro 59-147 du 7 janvier 59, portant organisation générale de la défense, est modifié, et très profondément même, et réorganisé donc autour du président de la République, une concentration de pouvoirs inédite jusque dans un certain nombre de détails, comme vient de le rappeler notre collègue Didier Boulot. Les rôles du Premier ministre et du ministre de la Défense se trouvent donc du coup atténués à la faveur d'une redistribution de responsabilités. Le concept de sécurité nationale, qui est à la fois pas bien défini et imprécis, prend la place de la défense nationale. En revanche, le ministre de l'Intérieur trouve son champ de compétences élargi. N'oublions pas qu'il hérite en outre d'une force à statut militaire, enfin, pour le moment, la gendarmerie. La sécurité nationale résonne fortement comme étant une nouvelle déclinaison de la sécurité intérieure. La mise en œuvre d'une politique qui mélange les notions de sécurité et de défense tend à créer une zone commune sans frontières nettes où la politique de défense et la sécurité intérieure apparaissent fusionnées. Ça mérite donc une nouvelle fois un débat plus approfondi. Le transfèrement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur est déjà une conséquence de cette tendance imposée par l'exécutif. En l'état, le gouvernement voudrait nous faire voter une loi de programmation dans laquelle les modifications du Code de la défense suivent les nouvelles orientations du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Le groupe socialiste pense que l'importance des dispositions nouvelles impose donc un débat devant la représentation nationale. Je vous remercie. Monsieur Chevènement, si vous voulez nous présenter le 5 rectifié, puis Madame de Messine après.
Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, il s'agit, là encore, au début du premier alinéa du texte proposé, de distinguer la stratégie de défense et celle de sécurité nationale. Je pense que l'idée que la stratégie de sécurité nationale englobe à la fois la défense et la sécurité est tout à fait contestable. D'autres l'ont dit avant moi. C'est une doctrine fort peu nationale. C'est une doctrine qui nous vient d'Amérique et qui est grosse de dérives par glissement de la définition de l'ennemi vers une sorte d'ennemi intérieur qui est peut-être un contestataire. Mais il faut éviter de criminaliser des attitudes qu'on peut par ailleurs désapprouver, critiquer. Nous sommes en République. Mais il me semble qu'il y a un danger que vous ne semblez pas apercevoir. Je crois que cette idée de sécurité nationale qui nous vient des États-Unis nous a mis à la remorque d'une certaine manière de la politique de guerre contre la terreur définie par M. Bush. Mais on voit que la politique américaine est sujette à des changements de cap, qu'il s'agisse de l'Irak, de l'Iran, de l'Afghanistan, du Pakistan. Est-ce que nous sommes consultés quand il y a des changements d'orientation? Alors le Conseil du renseignement, bien sûr, mais je dirais les connexions, quand il y en a, on peut les établir à travers ceux qui existent. Moi je crois me souvenir que les conseils de défense permettent aussi d'inviter le ministre de l'Intérieur. Donc je ne vois pas de raison de changer ceux qui existent et qui fonctionnent bien. Vous allez susciter des débats tout à fait inutiles avec une conception de la sécurité nationale qui se révélera en définitive très peu opératoire et pleine de risques. Je vous remercie. Madame de Messine, votre amendement, s'il vous plaît, qui est identique. Cet article 5 qui vise à adapter l'organisation des pouvoirs publics à la nouvelle stratégie de sécurité nationale définie par le livre blanc entretient une confusion entre des notions et des domaines différents. Ça a été dit déjà plusieurs fois. La définition de la sécurité nationale qui est donnée dans cet article, par son caractère globalisant et peu précis, dilue totalement la notion de défense nationale et en fait une composante parmi d'autres de la sécurité nationale. Dans cette conception de la sécurité nationale, les risques et la nature des menaces ne sont pas hiérarchisés. Tout peut devenir une menace. La prolifération nucléaire, bien sûr, les attentats terroristes, évidemment, mais les attaques informatiques, les tensions nées de l'accès aux ressources naturelles, les pandémies ou bien encore les catastrophes naturelles doivent-elles être mises sur le même plan? Quand tout devient menace, les défenses et les réponses adaptées sont beaucoup plus difficiles à concevoir. Mais surtout, si l'on partage cette conception des choses, les menaces contre le pays et la population sont multiformes et tellement diffuses qu'elles peuvent provenir de partout, de l'extérieur mais aussi de l'intérieur, et pourquoi pas même de certaines catégories de la population. Afin d'éviter de tels risques de dérives dangereuses pour notre État républicain et démocratique, nous proposons par cet amendement de bien distinguer la politique de la défense nationale de celle de la sécurité nationale. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste, Monsieur Vantaux, vous avez la parole. Le 91. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, à mon tour, moi aussi, je vais reprendre cette idée qu'il convient de modifier le premier alinéa de ce texte et de remplacer la stratégie de sécurité nationale par les mots « la stratégie de défense ». Alors, cet article apporte des modifications majeures parce qu'il organise autour du président de la République une concentration de pouvoir inédite, ça a déjà été dit. Les rôles du Premier ministre et du ministre de la Défense se trouvent amoindris à la faveur d'une redistribution des responsabilités qui sont inspirées du modèle américain de sécurité nationale. Par ailleurs, le concept de sécurité nationale, à la fois mal défini et imprécis, prend la place de la défense nationale. Nous avions critiqué ce concept de stratégie de sécurité nationale lors de la présentation du livre blanc.
Il convient de ne pas entretenir la confusion entre sécurité, défense, sécurité nationale, sécurité intérieure. Le livre blanc devrait avoir été discuté et voté par le Parlement pour avoir une vision globale de la défense et de la sécurité dans un cadre européen et en conséquence définir la stratégie à suivre et les moyens à employer. La sécurité nationale semble n'être qu'une nouvelle façon d'habiller la sécurité intérieure. Or, celle-ci ne doit pas être confondue avec la sécurité et la défense. La mise en œuvre d'une politique qui mélange les notions de sécurité et de défense tend à créer une zone commune sans frontières où la politique de défense et de sécurité intérieure apparaissent fusionnées. L'article 15 de la Constitution stipule que le président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. Il n'est pas question de sécurité nationale, mais de défense nationale. Il n'est pas non plus question de conseil de défense et de sécurité nationale. Puisque le gouvernement propose maintenant ces changements, faudra-t-il, Monsieur le Ministre, réformer à nouveau la Constitution? Je vous remercie. Maintenant, Monsieur Chevènement, vous avez 8 amendements qui se suivent. Vous êtes le seul porte-parole de votre groupe, donc il faut que vous me les présentiez tous les 8 de la façon qui vous convient. Peut-être globalement, si ça vous convient. C'est une tâche difficile, Monsieur le Président, que vous me confiez. Et même, je vous le dirai, totalement impossible, parce que ces amendements n'ont pas le même objet. Alors, il faut quand même que je rappelle que l'amendement 4 rectifié, qui a trait à l'article 5, vise à insérer le mot « et l'indépendance » après l'intégrité du territoire, je crois. Il s'agit de la politique de défense qui doit assurer l'intégrité du territoire et la protection des populations. Donc je propose d'ajouter le mot « et l'indépendance ». L'indépendance pour un pays est l'acquisition ou la préservation de son entière souveraineté, alors que l'intégrité territoriale repose simplement sur le droit d'un État à préserver ses frontières. Ce n'est pas la même chose. Et je pense que le rappel de l'indépendance est particulièrement opportun, car il me semble qu'avec la réintégration de l'organisation militaire de l'OTAN, avec des concepts comme le concept de sécurité nationale, nous allons vers un monde qui, sous prétexte de multipolarité, d'interdépendance multiple, sera un monde où la France aura de la peine à faire entendre sa voix. Et je suis de ceux qui pensent que la France doit être capable de faire entendre sa voix, même si elle est à certains moments isolée ou paraît l'être. Les événements viennent à son secours. Et on l'a vu par exemple en 2003 au moment de l'invasion de l'Irak. Donc voilà, je propose qu'il y ait quand même un vote sur cet amendement, étant donné que je suis tout à fait disposé à présenter une explication d'ensemble pour tous les amendements suivants qui se ressemblent relativement, puisqu'ils ont tous trait à la confusion entre la défense et la sécurité intérieure. Donc voilà, je propose quand même, Monsieur le Président, que vous exerciez votre bénévolence et que vous soumettiez au Sénat un amendement dont l'objet est quand même tout à fait distinct de celui des autres. Oui. Monsieur Chevènement, moi je veux tout bien, simplement pour la clarté du débat. Comme ils font l'objet d'une discussion commune, il m'est difficile de faire un vote séparé maintenant sur celui-là, sauf s'il y aura un vote séparé lorsque on aura présenté l'ensemble des 14 amendements. Maintenant, si le rapporteur et le gouvernement en est d'accord et que le Sénat l'accepte, moi je veux bien, si ça simplifie. Si ça arrange tout le monde. Ben, non, c'est parce que M. Chevènement veut présenter les autres qui se ressemblent beaucoup d'un seul ensemble. Donc on peut le faire si tout le monde n'y voit pas d'objection. Est-ce que vous êtes d'accord? Dans ce cas-là, je vais demander à la Commission de donner l'avis sur le 4 rectifié de M. Chevènement. Maintenant, je ferai voter dessus avant de faire voter les autres. J'ai déjà donné un avis défavorable. Bon, et vous, Monsieur le Ministre? Et moi aussi.
Et alors, je vais mettre aux voix l'amendement numéro 4 rectifié de M. Chevènement. Qui est pour? Qui n'est pas favorable? Il n'est pas adopté. Et maintenant, vous nous commentez les 7 amendements qui sont assez proches, ceux-ci, j'en conviens. J'ai dérogé un petit peu aux habitudes, mais je vous remercie les uns et les autres de votre compréhension. Très bien, je pense que c'était quand même plus logique, Monsieur le Président. Mais peut-être que je ne rentre pas dans les arcanes du règlement. Ça m'étonnerait quand même. Bon, s'agissant des autres amendements, 3 rectifiés, 2 rectifiés, 1 rectifié, 6 rectifiés, 7 rectifiés, 8 rectifiés, eh bien, je crois, et le 9. Ils ont tous pour objet de rétablir la distinction entre la politique de défense et la politique de sécurité nationale. Quelquefois, ils se limitent à ajouter un S après politique de défense et de sécurité nationale pour montrer qu'il y a bien 2 politiques distinctes. Pour le reste, il s'agit d'amendements de suppression ou d'amendements dont il peut apparaître qu'ils sont de forme. Ils sont de forme, sauf si on veut bien considérer que c'est cette confusion que nous critiquons, qu'il n'y a pas lieu de confondre le militaire et le policier. Ce sont des métiers très différents et je peux vous assurer par expérience que le ministre de l'Intérieur, bien entendu, est vigilant sur la question du terrorisme, sur telle ou telle filière de recrutement, mais enfin, ça l'occupe très peu. Ça l'occupe très peu et vraiment, c'est regrettable d'en arriver à cette confusion. Donc, voilà l'objet de ces amendements. Il en est un, cependant, le 8 rectifié, qui précise qui vise à supprimer un article, chaque ministre étant responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui incombent à son département. Et il me paraît grave que cette responsabilité soit étendue à la politique de sécurité, parce qu'à ce moment-là, tous les ministres vont se mêler aussi de sécurité. Vous introduisez une confusion inimaginable. Je vous remercie. Je vais demander maintenant à Madame Voynet de nous présenter les 43 et 44, si elle le veut bien. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement 43 a pour objet de compléter l'article L. 1142-6 du Code de la Défense qui définit les responsabilités du ministre des Affaires étrangères dans le domaine de la défense et de la sécurité nationale. J'ai déjà eu l'occasion, au sujet d'amendements présentés précédemment, d'expliquer combien les fonctions de médiation et de prévention des conflits revêtaient un caractère essentiel, qu'elles pouvaient prendre différents aspects, appeler à la mise en place de moyens institutionnels d'ampleur capables de relayer l'action des ONG. Dans cet amendement, nous insistons tout particulièrement sur le rôle du ministre des Affaires étrangères, qui est le mieux à même d'assurer une veille permettant d'identifier les foyers de tension potentiels et de mobiliser les outils de prévention des conflits dans un cadre multilatéral. L'amendement numéro 44 complète les responsabilités du ministre de la Justice dans le domaine de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent sale. Je l'ai rappelé ce matin ici même en évoquant certaines des études qui ont été réalisées à ce sujet. La corruption est un frein au déploiement des politiques publiques, au développement, à l'essor démocratique et à la stabilité politique. Nous ne sommes pas naïfs au point de penser que cette plaie ne gangrènerait que les pays d'Afrique ou les îles du Pacifique et que nos démocraties en seraient exemptes. Nous savons que ces mécanismes de corruption locale ou nationale ont des implications internationales, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui les échanges économiques et les déplacements se font à l'échelle mondiale et que la déréglementation financière a offert bien des facilités pour dissimuler les méfaits des corrupteurs et des corrompus. L'impact sur la paix ne peut être sous-estimé. Si le ministre de la Justice concourt effectivement à la coopération judiciaire internationale, il me semble nécessaire, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, de mettre l'accent sur l'action envers la corruption et la délinquance financière qui constituent des modes particulièrement graves d'atteinte aux intérêts fondamentaux de notre pays. C'est l'objet de cet amendement.
Je vous remercie. Alors maintenant, je vais demander l'avis du rapporteur sur les 13 amendements qui restent en discussion commune. Je considère que vous l'aviez déjà donné. Tout à fait. Bon, donc, et le gouvernement aussi. Donc, avis défavorable sur l'ensemble, à la fois de la Commission et du gouvernement. Nous sommes bien d'accord. Je mets aux voix l'amendement 84. Ceux qui sont favorables à l'adoption veulent bien lever la main. Avis contraire. Il n'est pas adopté. Sur le 5 rectifié, même vote. Sur le 124, même vote. Sur le 91, même vote. Sur le 3 rectifié, même vote. 2 rectifiés également. 1 rectifié, même vote. 6 rectifiés, même vote. 7, 8 et 9 rectifiés, même vote. 43 et 44, même vote. Donc ces différents amendements ne sont pas adoptés. Et l'article 5, je le mets explication de vote. Madame, vous voulez explication de vote sur l'article 5 que je mets au voix après? Oui, Monsieur le Président, simplement je voulais rappeler que j'avais voté contre cet article en commission. Il y a beaucoup de très bonnes choses dans cette loi de programmation militaire, mais cet article, je ne le voterai pas. La confusion entre la sécurité et la défense ne me semble pas appropriée. Le texte sur la fusion de la police et de la gendarmerie n'est même pas encore voté, du moins par le Parlement. Il a été voté par le Sénat, mais pas encore par l'Assemblée nationale. Quant à la confusion des genres, elle a déjà fait ses preuves un certain 16 juillet et je pense que ça peut présenter un certain nombre de dangers. C'est pourquoi, à titre personnel, cet article, je ne le voterai pas. Bien. Alors, je mets au voix l'article 5. Ceux qui sont pour l'adoption de l'article 5, lèvent la main. Avis contraire. Il est adopté. Chapitre 3, rien de particulier. À l'article 6, je n'ai pas d'amendement, je le mets aux voix. Ceux qui sont favorables à son adoption veulent bien lever la main. Avis contraire, il est adopté. L'article 7, je suppose, même vote, puisqu'il est supprimé. Mais je fais la confirmation. Article 8, j'ai une demande de parole de M. Boutan. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc nous sommes bien sur l'article 8, n'est-ce pas? Exact. Il s'agit d'un amendement visant à supprimer purement et simplement cet article 8. Pour quelle raison? Cet article 8 du projet de loi, en apparence, est d'une importance secondaire par rapport au reste du projet de loi dont notre Assemblée est saisie. Loin des débats fondamentaux relatifs à la définition de notre doctrine de défense nationale, de sécurité intérieure, etc., au financement de nos armées ou encore aux frontières du secret défense, ne s'agit-il pas en effet de la simple prorogation d'un régime dérogatoire dont bénéficient déjà et depuis le 1er janvier 1987 les immeubles appartenant au ministère de la Défense au moment de leur cession par l'État? C'est effectivement le cas, mais il me semble que cette prolongation offre justement l'opportunité idéale de questionner la pertinence d'un dispositif qui permet au ministère de la Défense de contourner un système qui s'impose pourtant à l'ensemble des autres administrations. Le Code général de la propriété des personnes publiques prévoit en effet que lorsqu'un ministère souhaite vendre un immeuble dont il n'a plus besoin, il doit proposer aux autres services de l'État le dit immeuble avant de pouvoir procéder à la vente. Ce n'est que lorsque l'immeuble est reconnu inutile par tous les services de l'État que le ministère peut le remettre au service chargé des domaines afin qu'il procède à la vente effective. En 1986, le législateur a jugé cette procédure trop longue et a estimé que la spécificité des immeubles détenus par le ministère de la Défense devait autoriser ce ministère à déroger à ces règles et à pouvoir remettre les immeubles concernés au service chargé des domaines sans pour autant devoir consulter au préalable les autres services de l'État. Cette dérogation était toutefois limitée à une durée de 22 ans, commençant le 1er janvier 1987. Vous l'aurez compris, c'est cette dérogation que l'article 8 vise à prolonger, car à compter du 1er janvier 2010, le ministère de la Défense sera de nouveau soumis au droit commun, ou serait de nouveau soumis au droit commun des ventes d'immeubles par l'État, au moment même où la réorganisation du ministère va le conduire à libérer de très nombreuses emprises.
Le gouvernement estime que pour assurer au mieux la reconversion des sites concernés, il est absolument indispensable de prolonger le régime dérogatoire qui permet au ministère de la Défense de céder des immeubles appartenant à l'État sans se soucier des besoins des autres administrations. Il me semble pourtant qu'une bonne gestion des biens publics impose cette concertation, y compris s'il s'agit d'immeubles affectés à votre ministère, Monsieur le Ministre. Au vu de certaines mésaventures intervenues ces dernières années, et je pense par exemple au rachat par l'État du bâtiment de l'Imprimerie nationale pour 376 millions d'euros, après l'avoir vendu 85 millions d'euros quelques années auparavant, il me semble qu'en réalité, chaque cession d'un immeuble appartenant à l'État devrait être mûrement réfléchie au regard des besoins de l'ensemble des administrations et services de l'État ou de ses satellites. Car s'il est une leçon à retenir de la mésaventure de la vente de l'Imprimerie nationale, c'est bien que la vente précipitée d'un immeuble ne rapporte rien à ce dernier, à savoir à l'État, et risque même au contraire de lui coûter très cher. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste refuse la prolongation du système dérogatoire dont bénéficie le ministère de la Défense et demande donc tout simplement la suppression de cet amendement. De l'article, vous voulez dire. Bien. Alors, qui défend au nom du groupe socialiste? C'est monsieur... Sont en discussion séparée. Le 87 qui le défend. Monsieur Bouton. Parce que dans cette maison, nous avons déjà eu beaucoup l'occasion de discuter de questions de logement. J'ai eu l'occasion également d'échanger sur cette question-là au moment de la réunion de la commission. Nous proposons que l'article numéro 8, donc dans le cas où il ne serait pas supprimé, soit complété par le paragraphe suivant, à savoir lorsqu'est envisagée la cession d'immeubles affectés au ministère de la Défense, y compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la Défense, les organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du Code de la construction et de l'habitation doivent être préalablement consultés par le service chargé des domaines sur les projets de cession afin de leur permettre de soumettre une proposition d'acquisition. Un décret détermine les modalités de cette consultation et les conditions d'examen des propositions d'acquisition auxquelles elles donnent lieu. Je vous remercie. Alors, avis de la Commission sur le 87. Je souhaite le maintien de l'article 8, avis défavorable. Sur le 86, Monsieur le Président, le ministère de la Défense a d'ores et déjà pris des contacts pour transformer certains sites qui souhaitent vendre en logements sociaux, notamment à Paris. Il existe beaucoup de sites libérés qui ne sont pas adaptés à une reconversion en logement. La Commission a considéré que la procédure de consultation systématique n'était pas appropriée. Par ailleurs, on peut se demander comment cet amendement pourrait s'articuler avec les dispositions existantes du Code des domaines, qui prévoit déjà une procédure de publicité, ainsi qu'avec les dispositions spécifiques de cession à l'euro symbolique aux collectivités locales dans le cadre des restructurations. Avis défavorable. Quel est l'avis du gouvernement? D'abord sur le 87. 86. Non, 7 d'abord. L'amendement de suppression. Oui, pardon. L'amendement de suppression, bien entendu, nous souhaitons pouvoir céder rapidement. Et compte tenu de l'hétérogénéité de notre parc, l'idée de consulter l'ensemble des services de l'État nous ferait perdre un temps précieux, notamment pour la reconversion des sites. Voilà pourquoi on veut la prolongation. Quant à l'autre amendement, bien entendu, à chaque fois qu'une collectivité souhaite faire du logement social, nous sommes les premiers à accéder à sa demande. Et d'ailleurs, puis-je vous rappeler que chaque ville a à la fois un droit de priorité et un droit de préemption, donc elle a tous les moyens pour, si l'État ne le souhaitait pas, imposer du logement social là où elle souhaite en construire. Bien. Alors, je mets aux voix l'amendement 87, amendement de suppression. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Et maintenant, l'amendement numéro 86. Qui est pour? Contre? Il n'est pas adopté. Et l'article 8 n'est pas modifié. Même vote, je suppose. Il est donc adopté. J'en arrive à l'article 9. Nous avons deux amendements, mais qui vont faire l'objet d'une discussion séparée. J'appelle tout d'abord le 45 de Madame Voynet, et ensuite... Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs.
Cet amendement et le suivant ont fait l'objet d'une discussion relativement longue en commission et je dois dire que je n'ai pas été convaincue par les arguments que vous m'avez apportés alors et il me semble que la rédaction ambiguë de l'article 9 emporte une part de responsabilité. Depuis 2007, le président de la République et le gouvernement se sont lancés dans une campagne de communication très efficace sur les questions environnementales, affichant des ambitions louables. Le Grenelle de l'environnement n'est pas encore voté, que partout on l'érige déjà en texte sacré. Je ne ferai pas de commentaires sur le plan de relance de l'économie, qui fait la part belle aux solutions du passé, notamment en matière de transport routier, pour m'en tenir au secteur de la défense, dont il faut admettre qu'il présente aujourd'hui de nombreuses opportunités d'agir pour la sauvegarde de l'environnement, notamment à l'occasion du démembrement d'infrastructures non utilisées ou de la reconversion possible de l'arsenal militaire. Hélas, il me semble qu'il n'en est rien. Cet article 9 est l'antithèse même de ce que prétend être le Grenelle de l'environnement, puisqu'il subordonne la cession d'un site à l'exécution par l'acquéreur des travaux de dépollution. Vous m'avez expliqué en commission, Monsieur le Ministre, que pour vous la phrase était claire, subordonner la cession d'un site à l'exécution ne voulait pas dire que l'État fuyait ses responsabilités en se dédouanant des nuisances et des pollutions commises du fait de ses activités. Pour moi, les choses ne sont pas aussi claires. En effet, rien ne dit que l'État devra déduire du coût de cession du site le coût de la remise en état de ce site, qui excède souvent sa valeur même. On court là le risque que les anciens sites militaires, il y en aura un certain nombre dans les années à venir, on les évalue à peu près à 83, qui seront fermés au cours des prochaines années, demeurent des sites pollués et non traités, portant atteinte à la santé publique des riverains. Vous me permettrez, et j'anticiperai sur l'amendement suivant, d'évoquer un cas qui est un cas tout à fait exemplaire puisqu'il montre bien comment les couches de pollution sont succédées au fil du temps. Je pense au polygone d'expérimentation de Pont-Faverger-Moronvilliers, qui est un équipement du commissariat à l'énergie atomique rattaché à la direction des applications militaires d'Île-de-France. À côté de ce polygone, on trouve plusieurs centaines de tonnes d'obus de la Première Guerre mondiale qui sont stockés sans protection sur un site passoire. Plus tard ont été réalisés sur le site les premiers essais nucléaires en 1958 pour le programme de la bombe atomique. Puis plus tard encore des expériences à la fois de détonique mais aussi d'observation d'expériences pour lesquelles on provoquait des explosions chimiques avec des matériaux inertes. Dans tous les cas, au moment où on annonce la fermeture de ce site, on se pose la question de savoir comment va-t-on dresser le bilan de ce qui s'y trouve et comment va-t-on le dépolluer. Le maire de la commune s'inquiète fortement. Vous avez, Monsieur le Ministre, adressé en décembre 2007 le plan d'action environnement du ministère de la Défense au directeur de votre administration centrale du ministère. Ce plan prévoit que chaque année, à partir de 2008, le ministère préparera un bilan environnemental de ses activités, portant notamment sur ses rejets gazeux et liquides, ses productions de déchets, ses consommations d'énergie et d'eau, ainsi qu'un bilan carbone. À ma connaissance, rien n'a été fait, Monsieur le Ministre, et rien n'a été publié. Mais surtout, ce document est très peu bavard pour ce qui concerne la remise en état des sites militaires. Le premier amendement vise à revenir dans le régime commun. Le second amendement que je vous propose vise à ce qu'une échéance soit fixée pour la remise en état de ces sites. Merci. Je vais consulter le rapporteur. Sur le 45 d'abord. Lors de l'examen du texte en commission, le ministre nous a donné des exemples très concrets de blocage que l'article 9 permettra de lever, sans remettre en cause l'obligation légale de dépollution. Sur le 46, cet amendement est contraire à l'objet même de l'article 9, puisqu'il tend à imposer à l'État la dépollution préalable avant cession, alors qu'il s'agit de permettre à l'acquéreur d'exécuter les travaux de dépollution. Donc avis défavorable. Quel est l'avis du gouvernement sur les 45 et 46? Au risque de me répéter une nouvelle fois, nous sommes encore aujourd'hui propriétaires de terrains qui datent peut-être des plans de restructuration JOX ou je sais pas, ou Léotard de 92 ou de 94 parce que l'État n'a pas de quoi financer ces travaux de dépollution. Et nous trouvons, me semble-t-il, un dispositif qui
qui devrait au contraire obtenir l'unanimité, dans la mesure où, sous le contrôle de l'État, nous permettons à l'acquéreur de pouvoir faire la dépollution pour permettre la reconversion du site le plus rapidement possible. Si bien entendu, le site, si la dépollution coûte plus cher que le site, l'État prendra à sa charge le différentiel. Et donc, ça va permettre à des collectivités, moi j'en connais, je rencontre régulièrement des parlementaires, députés, sénateurs, maires, me disant « Mais est-ce qu'un jour vous allez me permettre de pouvoir faire quelque chose avec ce site ?» On va enfin pouvoir permettre à des collectivités de prévoir des reconversions de sites en faisant en sorte qu'on leur donne les moyens de réaliser par eux-mêmes la dépollution. Je vais prendre un exemple simple. Vous avez à Lalonde, dans le Var, un site de 13 ou 14 hectares en plein centre-ville, je crois que je vous ai déjà donné cet exemple en commission, où le maire de Lalonde vient me voir en me disant « Mais est-ce qu'un jour vous allez me dégager de cette verrue en plein centre-ville et au bord du littoral de ma commune ?» Eh bien, désormais, on aura là les moyens de permettre aux collectivités de pouvoir se lancer dans des travaux de dépollution ou un promoteur privé. Tout ça sera fait sous le contrôle de l'État. Et je crois que, très sincèrement, il s'agit d'un dispositif qui garantit, qui donne les contrôles nécessaires et les assurances nécessaires et qui, en même temps, permettra d'activer la reconversion de si nombreux sites qui traînent souvent depuis 10 ans ou 20 ans comme propriété de l'État parce que nous n'avons pas les moyens de les dépolluer. Bien. Madame Bonnet, pour explication de vote. Oui, merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, nous avons effectivement eu cette discussion en commission, mais je continue à ne pas être convaincue. Pourquoi? Parce que je vous ai proposé en commission de bien préciser par l'ajout d'un alinéa que le prix de vente serait amputé du coût de la remise en état du site, en incluant notamment les réparations environnementales. Vous m'avez expliqué effectivement qu'il n'y avait pas de problème, que je devais me contenter de votre parole, sauf que dans les textes, rien ne prévoit que lorsque effectivement le site est cédé à l'euro symbolique, l'État met au pot pour financer la dépollution, dès lors qu'il serait cédé à une commune ou au conservatoire du littoral qui serait totalement incapable de financer cette dépollution. Et vous reconnaissez que l'État n'a pas de quoi financer cette dépollution. C'est donc bien qu'il y aura une sorte de pression qui sera exercée sur les communes pour qu'elles se lancent et pour qu'elles fassent à la place de l'État ce que celui-ci n'a pas su faire. Je conviens bien volontiers que tous les gouvernements qui se sont succédés se sont heurtés à la même difficulté, mais là je constate qu'une commune effectivement confrontée à une verrue au plein cœur de son territoire n'aura guère le choix, elle devra hériter du site pollué et s'en débrouiller. Je comprends que ça vous fasse plaisir. Je pense que c'est un cadeau empoisonné que vous faites à beaucoup de ces communes. Beaucoup des sites du conservatoire du littoral ont été confiés en gestion par l'armée sans diagnostic préalable. Certains d'entre eux ont servi de terrain d'entraînement, ont servi de terrain de manœuvre. Je suis à peu près certaine qu'aucun bilan sérieux leur état réel au titre de l'environnement et d'un éventuel impact sanitaire de la pollution n'a été réellement fait. Bien, alors je mets aux voix le 45. Qui est pour? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Et je pense 46, même vote? Pas d'objection, il n'est pas adopté. Et l'article 9, que je mets aux voix, même vote, il est adopté. Ensuite, nous arrivons à l'article 10, où j'ai une demande de parole de Monsieur Jean-Pierre Godefroy. Il a la parole. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Depuis quelques années, le ministère de la Défense est en pleine évolution, mais l'année 2009 restera sûrement marquée d'une pierre noire. En témoigne cette loi de programmation militaire qui entérine à la fois les conclusions du livre blanc de la Défense et les conséquences de la RGPP. Cela a été déjà dit plus tôt dans le débat par mes collègues du groupe socialiste. Si nous comprenons la nécessité de certaines évolutions, nous ne partageons pas le sens de celles que vous mettez en place, qui consistent principalement à externaliser les activités industrielles et de soutien, avec 54 000 suppressions d'emplois civils et militaires à la clé. C'est en fait, Monsieur le Ministre, un véritable démantèlement de notre outil de défense que vous avez engagé. Des CNS n'échappent pas à cette funeste règle, comme le prouve l'article 10 de ce projet de loi, qui fait entrer l'entreprise dans le droit commun des privatisations. En 2001, j'avais voté contre le changement de statut, et en 2004, au nom du groupe socialiste, j'avais déjà exprimé mes craintes quant au risque d'éclatement de DCN et sa filialisation tous azimuts.
Monsieur le ministre, on m'avait répondu en substance, en 2004, aucun risque. Le législateur a prévu des garde-fous. Eh bien, aujourd'hui, ce sont justement ces garde-fous qui sont remis en cause, puisque, comme le dit explicitement l'exposé des motifs du projet de loi, ils constituent des obstacles. Mes chers collègues de la majorité, je me souviens des propos rassurants que tenait à l'époque le rapporteur du texte, notre ancien collègue Yves Fréville. Il se plaisait à souligner la protection garantie par le recours au législateur au-delà de certains seuils ou effectifs. Aujourd'hui, en bonne logique libérale, c'est justement le recours au législateur qui est un obstacle et il faut donc gommer tout signe d'appartenance de DCN au secteur public. J'avoue, mes chers collègues, ne pas comprendre pourquoi la majorité, et nombre d'entre vous étaient déjà là, qui en 2004 avait sciemment jugé nécessaire de prévoir des dispositions dérogatoires au droit commun des privatisations lorsque les opérations de filialisation étaient assorties d'un transfert d'actifs de DCN, choisit aujourd'hui de se déjuger. Que sont devenus les risques de dérive dont vous parliez en 2004? Ont-ils subitement disparu en 2009? Pour ma part, ma position sur le sujet reste inchangée. Je reste persuadé que la question de possibles coopérations industrielles ponctuelles avec d'autres industriels ne peut que se concevoir que dans un schéma de conservation des patrimoines et des missions de chacun. Au lieu de cela, le processus de filialisation-privatisation ouvert en 2004 a ouvert la boîte de Pandore. Aujourd'hui, c'est l'unicité de DCNS qui est remise en cause, de même que son avenir comme industrie de défense. Depuis plusieurs années, et notamment depuis l'entrée de Thales dans le capital de DCN, la stratégie du groupe est très claire. Il s'agit de recentrer ses activités vers l'ingénierie et le commerce, et d'externaliser de plus en plus les moyens de production. Sans même parler de l'avenir des sites français, il me semble que ce recentrage ne correspond pas à l'urgence d'une véritable politique industrielle dont notre pays a besoin et conduirait au même déboire que ceux qu'ont connus il y a quelques années les chantiers civils qui sont allés trop loin dans l'externalisation de certaines compétences, voire dans certains domaines comme l'électronique, le concept absurde d'entreprise sans salariés. Dans le cas présent, avec des salariés de production à minima, c'est ce que vous proposez pour l'instant. L'année dernière, à l'occasion de l'examen du budget 2009, je vous interrogeais pour connaître votre stratégie, votre projet industriel, Monsieur le Ministre, concernant DCNS, alors même qu'à cette époque, le Président de la République parlait de rapprocher les constructions navales civiles et militaires, c'est-à-dire, il l'avait dit explicitement, DCN et les chantiers de l'Atlantique. Vous aviez été dans l'embarras pour me répondre, et aujourd'hui encore, j'ai le sentiment que vous aurez beaucoup de mal à répondre à cette question. La preuve en est, s'il le faut, que le contrat d'entreprise pluriannuel conclu entre l'État et la société est arrivé à échéance en 2008. Et aucun nouveau contrat n'a depuis été élaboré. Ce contrat n'a d'ailleurs pas été respecté, de même que n'a pas été respecté l'engagement du gouvernement de transmettre aux commissions des finances et de la défense du Parlement, chaque année, jusqu'au terme de la période d'exécution du contrat, un rapport sur les perspectives d'activité et les fonds propres de la société. Cela aurait pourtant dû être obligatoire au terme de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001. Vous comprendrez donc notre inquiétude à l'égard de cet article 10 qui supprime l'un des derniers moyens de contrôle du Parlement sur la stratégie de DCNS. Ce qui m'inquiète également dans cet article 10, c'est le sort fait au personnel de tout statut. Là encore, l'exposé des motifs du projet de loi est très clair. Il s'agit de faire sauter les obstacles administratifs qui empêche la mise à disposition des personnels de DCNS dans les sociétés où elle est minoritaire. Vous tentez de rassurer les personnels en affirmant qu'il n'est pas question de remettre en cause leur statut et en les assurant qu'ils pourront revenir au sein de DCNS si un poste se libère. Si un poste se libère. C'est pour le moins insuffisant, alors même que la mobilité accrue et sans limite des personnels dans le groupe aura pour conséquence de rompre les liens géographiques entre les individus et leur lieu de travail et sans doute de modifier les contrats de travail et les accords collectifs. En fait, il n'y aura pas, Monsieur le Ministre, de retour possible. C'est le but poursuivi pour accélérer l'extinction du statut d'ouvrier d'État qui est votre véritable objectif. Il ne faut d'ailleurs pas oublier de mettre ces dispositions en relation avec celles de l'article 29 du projet de loi sur la mobilité et les parcours professionnels dans la fonction publique, que vous avez fait voter en catimini à l'Assemblée nationale le 3 juillet dernier. Il permet à votre ministère d'externaliser certaines de ses missions et de mettre les personnels du ministère à disposition des opérateurs privés, quelle que soit leur catégorie, fonctionnaires, militaires et ouvriers d'État.
Cela revient à organiser le démantèlement du ministère de la Défense et à remettre en cause le statut des différentes catégories de personnel. Une fois mis à la disposition des entreprises privées ou de leurs filiales, les personnels civils et militaires du ministère de la Défense se retrouveront soumis aux dispositions du Code du travail, avec des garanties bien moins importantes que celles prévues par leur statut. Vous affirmez, Monsieur le Ministre, que le dispositif reposera sur le volontariat. Le volontariat, on en parlera la semaine prochaine sur le travail dominical, mais c'est toujours la même chose, le volontariat, hein. Ça marche que dans un sens. Et sur la possibilité du retour au ministère. C'est une illusion, Monsieur le Ministre, puisque Veuillez conclure, s'il vous plaît. Oui, je conclus, Monsieur le Président. C'est une illusion, je répète, Monsieur le Ministre, puisque une fois la mission externalisée, le ministère n'aura plus l'utilité des compétences de ses personnels. En cas de difficulté dans la société choisie pour l'externalisation, le chômage sera la seule solution pour ces personnels. C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article. Vous me permettrez un mot, Monsieur le Président, j'en ai pour très peu de temps. Dans votre propos liminaire, en début de texte, vous vous êtes réjoui d'avoir redonné vie à l'école des mousses, en créant, je crois, 150 postes. J'aurais aimé que vous vous réjouissiez d'avoir redonné vie aux écoles des apprentis de la marine. Ces écoles qui étaient des modèles de promotion sociale, école républicaine s'il en est, école du mérite, ça ne devrait pas laisser insensible le président de la République qui en parle beaucoup, mais qui avait comme défaut, et grave défaut, c'était de former des ouvriers d'État à statut et des ingénieurs des constructions navales militaires. Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais répondre à Monsieur Godefroy, ce qui me permettra d'expliquer les raisons pour lesquelles je suis défavorable à tous les amendements qui seront présentés sur cet article 10. Monsieur Godefroy, j'ai comme vous l'avantage d'avoir dans mon département un établissement de la DCN. Donc je crois que je connais un peu le problème. Et ce que je peux vous dire, c'est que en 2001, quand vous vous êtes opposé, vous, Monsieur Godefroy, au changement de statut proposé par le ministre de la Défense de l'époque, M. Richard, la situation de DCN était véritablement catastrophique. C'était un service de l'État qui fonctionnait très mal. Le DCN avait un plan de charge si peu fourni qu'il a fallu avoir recours aux collectivités locales et notamment à la région de Bretagne pour donner du travail à DCN. Nous avons été contraints de financer des plateformes pétrolières comme si c'était la vocation de la DCN. Ceci a amené cette situation désastreuse. Les ministres Sauter et Richard a envisagé de changer le statut de la DCN et de le changer en société anonyme. Contrôlé par l'État, bien entendu, puisque c'est à 100% du capital d'État. Et moi, je crois aux histoires qui réussissent. Or, c'est ce changement de statut qui a permis à la DCN de se lancer sur un marché où il y a une concurrence qui est extrêmement forte, de montrer la qualité et l'excellence de ses ingénieurs comme de ses ouvriers, mais de pouvoir justement se présenter dans les meilleures conditions, sortir des produits qui étaient demandés, et aujourd'hui, le plan de charge de la DCN est non seulement assuré, mais ce que la DCN ne pouvait pas faire convenablement, elle le fait aujourd'hui fort bien, grâce à son statut, c'est de devenir un exportateur. Et un exportateur dont les produits se vendent très bien, puisque nous avons même vendu des sous-marins récemment au Brésil. Voilà déjà un des avantages du changement de statut, beaucoup plus de souplesse et aussi beaucoup plus de recettes, ce qui est tout de même important. Deuxième étape extrêmement importante, la possibilité de procéder à des regroupements et à des synergies. Et la DCNS, à cause d'ailleurs de sa bonne situation, a pu acheter Thales Naval, ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, elle devient extrêmement compétitive dans le domaine maritime et elle a des gammes de produits diversifiées. Alors évidemment, on a pris des précautions, en effet, pour s'assurer que, même si d'ailleurs Thales est entré au capital de DCN, c'est une activité où l'État est parfaitement dominant, tout est contrôlé, et tout le reste. Il se trouve que quand la DCN
doit aujourd'hui fonder des filiales communes avec d'autres entreprises, ce qui est indispensable. Elle ne peut pas le faire dans des conditions qui sont celles des entreprises publiques. Et il faut lui donner beaucoup plus de souplesse. Parce que si nous voulons demain avoir une Europe de la défense, dont vous nous dites suffisamment qu'elle n'existe pas, il va falloir que nous sachions créer des partenariats industriels avec d'autres pays, et DCN est justement une entreprise qui permettra d'y arriver, parce que DCN est une excellente entreprise. Et ces filiales, bien aujourd'hui, à partir du moment où l'État d'ailleurs conserve une golden share ou une action spécifique qui contrôle à peu près l'exercice dans toutes les filiales dans lesquelles elle va être même minoritaire, je ne vois pas où est le danger, je ne vois pas où est le démantèlement. Je ne vois au contraire que des avantages aux formules qui nous sont présentées, parce que ça permettra justement à DCN d'étendre sa gamme et de pouvoir réaliser un certain nombre d'opérations qui lui étaient jusque-là interdites. Donc, il s'agit d'un progrès et, à mon avis, de l'achèvement d'un processus qui est né en 2001. C'est le mérite de M. Richard de l'avoir ouvert. Nous en tirons les conséquences et c'est pourquoi, comme il s'agit d'une bonne opération, je donnerai un avis défavorable à tous les amendements qui contredisent cette opération. Aux amendements de suppression. Bon, je vais donc appeler le 10 rectifié de M. Chevènement tout d'abord. Celui de M. Godefroy, je le considère défendu s'il est d'accord. Oui. Sa parole aurait pu interpréter. Bien, cet amendement rejoint tout à fait celui de M. Godefroy. Je n'ai pas l'avantage d'avoir un établissement de la DCNS dans ma circonscription. Par conséquent, je poserai des questions simples. De quoi s'agit-il vraiment? Il s'agit de créer des filiales minoritaires. Des filiales minoritaires, alors qu'aujourd'hui, ne sont autorisées que des filiales majoritaires. Par définition, quand on est minoritaire, on n'est plus le patron. J'entends Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense nous dire qu'il y aura une golden share. Je ne l'ai vu nulle part. Et je ne sais même pas de quelle filiale minoritaire nous parlons. S'agit-il de se défaire de notre capacité à produire des sous-marins à propulsion classique? S'agit-il de rentrer dans un consortium à dominante anglo-saxonne ou allemande? Enfin, nous nous posons la question de savoir ce qu'est la politique industrielle que vous voudriez faire à partir du moment où l'autorisation vous serait donnée par le Parlement de créer des filiales minoritaires. Monsieur Tchuruk, qui parlait justement d'entreprises sans usine et qui était le grand spécialiste de l'externalisation, puisqu'il a réussi à faire de ce magnifique fleuron de notre industrie qui était Alcatel-Alstom, une entreprise où lui-même n'est d'ailleurs plus salarié, parce qu'on a considéré que ça suffisait comme ça. Eh bien, très franchement, ça nous incite à regarder avec une certaine réticence cette possibilité de faire, on ne sait pas où ni pourquoi faire, des filiales minoritaires. Donc voilà l'objet de cet amendement de suppression. Si un jour c'était nécessaire, au nom d'Alliance européenne, il faudrait revenir devant le Parlement, nous présenter le dossier, et je suis persuadé que les faits parleraient d'eux-mêmes et nous pourrions être convaincus. Monsieur le rapporteur, est-ce qu'on ne peut pas présenter les trois amendements avant que vous préférez? Je demande à répondre à M. Bien sûr, répondez. Qui pose une question précise, je vais lui apporter une réponse précise. Je ne crois pas qu'il s'agit du démantèlement de la DCN quand il s'agit de fonder une filiale où la DCN serait minoritaire avec Veolia pour enlever les ordures ménagères des bases françaises. Franchement, oui, ça permet de faire ce genre de choses. Alors, je ne vois pas vraiment où est le problème. Bien. Monsieur Godefroy, vous nous présentez votre amendement. Oui, Monsieur le Président, je vais défendre l'amendement en répondant par là même à Monsieur le rapporteur, pour lui dire qu'en 2001, le gouvernement de gauche et donc le ministre M. Richard avait pris la précaution, même si à titre personnel je n'étais pas d'accord, mais pour des raisons que chacun connaît, avait pris la précaution très judicieuse et essentielle, c'était de changer le statut, mais de maintenir l'État à 100% du capital.
Et donc la logique qui prévalait à l'époque, qui aurait pu continuer à prévaloir s'il n'y avait pas eu changement de majorité, c'était que DCN reste bien une entreprise d'État, contrôlée complètement par l'État. Et ce changement de statut, comme vous l'avez dit, pouvait peut-être permettre d'avoir des entrées sur certains marchés. Ceci étant, moi je vais vous dire, monsieur le rapporteur, je ne suis pas persuadé que ce soit le changement de statut de DCNS qui lui ait permis de gagner des marchés. C'est la compétence des employés, c'est la compétence des ingénieurs, c'est la qualité du travail fourni qui gagne les marchés. Beaucoup plus que le statut. Et d'ailleurs, les contrats qui ont été passés entre 2001 et 2004, qui sont venus ensuite, n'avaient pas besoin de ces filiales minoritaires pour être passés. On n'a pas vendu des sous-marins au Pakistan et à l'Inde, les Agosta et les Scorpion, en disant rassurez-vous, on va avoir des filiales minoritaires. Ils se sont foutus complètement. Ils passaient des contrats parce que nous avions des bâtiments qui étaient très bien faits, qui étaient compétitifs sur le plan international. Quant aux plateformes, vous savez, ça c'était un leurre. Moi, je n'ai jamais vu DCN fabriquer des plateformes pétrolières. J'en ai pas vu fabriquer. Hein. Ça a été un leurre. Pendant quelque temps, il y a eu à Brest une tentative qui était un leurre. À l'époque, moi, je ne pensais pas que ce soit une solution. Je ne pensais pas que c'était une solution. Et d'ailleurs, on sait très bien, mais ce sera un autre débat, qu'il y avait une entreprise qui fabriquait des plateformes pétrolières. Elle se situait en Normandie, pas loin de chez moi. Ça s'appelait l'UE à l'époque. Hein, et qui n'a pas pu continuer à faire ces fabrications parce que nous n'étions pas, à cette époque, compétitifs. Donc, c'est un autre débat. Mais pour revenir à des CNS, pour revenir à des CNS, je ne suis pas persuadé du tout que ce soit ce que vous voulez faire aujourd'hui qui changera sa capacité à convaincre sur des marchés. Par contre, je le crois, ce qui est dangereux, c'est que progressivement, la capacité industrielle qui fait justement la renommée de DCN risque de disparaître. C'est le cœur de métier. On parle de cœur de métier au Sénat. On parle de cœur de métier quand on parle des hôpitaux. Ben ça, c'est le cœur de métier. Et le cœur de métier, ce sont ceux qui fabriquent. Ce ne sont pas uniquement ceux qui vendent, ce sont ceux qui fabriquent. Et moi, je peux vous dire, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, c'est qu'on peut prendre aussi des risques. Quand nous n'aurons plus les capacités de fabriquer nous-mêmes cette autosuffisance à fabriquer, que nous serons dépendants d'autres pour fabriquer, externalisés ailleurs, on peut avoir un jour aussi des problèmes de construction. Et vous savez très bien, monsieur le rapporteur, que l'idée germe dans l'esprit de certains. Si je vous dérange, je vais me taire, mais je pense que... Oui... 1 minute 5 secondes, terminé, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, j'ai terminé. On sait très bien l'idée de vouloir fabriquer des sous-marins qu'on ferait qu'assembler par tronçons qui viendraient d'ici ou de là. On connaît cette volonté. C'est la volonté, effectivement, de faire en sorte que DCN ne soit plus l'entreprise industrielle de fabrication qui nous est indispensable. Merci de m'avoir accordé 15 secondes de plus pour le dire, chers collègues. Je ne pense pas abuser dans cet hémicycle du temps. Je trouve que c'est quand même un petit peu mesquin de vouloir me reprendre pour 5 secondes, à moins que ce que je dise vous dérange beaucoup. Madame de Messine, Monsieur Biou, vous présentez l'amendement 123. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il y a effectivement des débats qui méritent que l'on prenne le temps. Et il y a des chats qu'il faut appeler des chats. Parce que cet article 10... en prétendant donner à notre Société nationale de construction navale des CNS la possibilité de mieux se développer à l'international et dans de nouveaux secteurs d'activité, propose tout à fait autre chose. Car pour cela, vous voulez faire entrer des CNS dans le droit commun des privatisations, en assouplissant les conditions de création de filiales et de prise de participation dans lesquelles la société ne détiendrait plus qu'une part minoritaire. Et parallèlement, vous modifiez les règles de mise à disposition des ouvriers de l'État et de détachement des fonctionnaires. Avec ces nouvelles dispositions qui vont encore plus loin que ce qu'autorisait la loi de décembre 2001, nous entrons, oui, effectivement, dans un processus rampant de changement de statut de cette société d'un intérêt stratégique essentiel à notre défense nationale. Et je crains qu'en l'autorisant avec beaucoup plus de souplesse à céder des branches de son activité à des entreprises extérieures au groupe, ce ne soit cette fois-ci l'ultime étape du démantèlement de cette entreprise intégrée. Cela s'accompagnant de l'organisation d'une mobilité accrue de ces personnels de tout statut.
Les personnels, toutes catégories confondues, et leurs organisations syndicales sont ainsi légitimement inquiets pour leur avenir et celui de leur entreprise qui privilégie de plus en plus la rentabilité au détriment d'objectifs de production industrielle. L'état actuel de la législation permet pourtant déjà à des CNS de créer des filiales où elle est minoritaire quand il s'avère nécessaire de rassurer des partenaires étrangers réticents à une trop grande place de capitaux publics français, par exemple. Ainsi, l'entreprise est déjà minoritaire dans des filiales qu'elle a créées en Asie du Sud-Est ou en Italie. Je me méfie d'autant plus de ces nouvelles dispositions que la loi de 2001 prévoyait que le Parlement puisse être régulièrement informé de la situation des CNS. Or, ces rapports réguliers n'ont jamais vu le jour, comme cela a déjà été souligné. Je pense donc que ces nouvelles dispositions, soi-disant nécessaires à de nouvelles alliances industrielles qui ne sont pas clairement énoncées, sont en fait révélatrices d'une politique industrielle de défense menée au coup par coup au niveau européen. Monsieur le ministre, je ne vois pas, avec ces possibilités de céder des branches d'activité à des sociétés extérieures au groupe des CNS, où est la préservation et le développement de nos bases industrielles et technologiques de défense dont vous aimez tant vous réclamer. J'y vois même un danger certain de perdre notre maîtrise nationale sur le secteur stratégique de la construction navale militaire. Pour cet ensemble de raisons, je vous invite, comme mes collègues, à voter cet amendement de suppression de l'article 10. Je vous remercie. Alors, monsieur le rapporteur, je pense que vous êtes déjà exprimé. Vous êtes défavorable, monsieur le ministre. Simplement, quelques mots. Je veux dire, si monsieur Richard, quand il a été ministre de la Défense, a massacré les crédits d'équipement du ministère de la Défense et des Armées, il aura à son actif une des très belles réformes qu'il a eu le courage de mener, qui a été de transformer des CNS en sociétés anonymes. Ceux qui étaient dans l'hémicycle en 2001 ont dû d'ailleurs voter cette réforme, à l'exception de M. Godefroy. Et je suis très heureux de porter aujourd'hui la continuité d'une réforme qui a été engagée par le gouvernement de Lionel Jospin à l'époque. Il s'agissait d'une réforme qui nous a permis de faire en sorte que DCNS soit aujourd'hui une entreprise autour de laquelle nous pourrons mener les grandes restructurations industrielles européennes dont nous avons tellement besoin dans le secteur de l'industrie navale et de la construction navale. Nous sommes dans cette situation absolument extraordinaire, c'est que les Européens sur tous les marchés se font concurrence en permanence, alors que vous savez quel est le niveau des crédits budgétaires en matière de défense en Europe par rapport à d'autres concurrents. Et donc nous avons, grâce à cette évolution statutaire et grâce à cette proposition que nous faisons, qui est très simple, c'est qu'on va permettre à des CNS de pouvoir passer des accords avec un certain nombre d'entreprises européennes où des CNS ne sera pas majoritaire, mais où elle sera en mesure de pouvoir contrôler une partie de l'entreprise. Je prends un exemple. Nous voulons construire un MBDA de la torpille avec une Finmeccanica. Eh bien, nous aurons là l'occasion de pouvoir transférer une partie des actifs de DCNS et de construire un acteur industriel majeur sur ce sujet majeur que représentent les torpilles. Je prends un deuxième exemple. Nous avons décidé de mettre 100 millions d'euros pour la déconstruction du matériel d'armement et notamment du matériel naval. Je ne sais pas ce que fera DCNS en la matière, mais qui vous dit que DCNS ne pourrait pas être un des acteurs avec une autre grande entreprise française de la déconstruction que vous appelez d'ailleurs vos vœux, Monsieur Godefroy, à Cherbourg. Et donc, je crois que, à travers cette décision, nous ne faisons que continuer une évolution nécessaire, et Dieu sait qu'elle a été nécessaire. On a tellement tergiversé sur une autre entreprise qui s'appelait GIAT que nous avons été à deux doigts de ne plus avoir d'industrie d'armement terrestre. Cette industrie d'armement terrestre est en train de renaître de ses cendres. Eh bien, DCNS a cette chance extraordinaire, c'est qu'elle a, à l'heure actuelle, 4 années de chiffre d'affaires en commande, qu'il n'y a aucune entreprise européenne qui peut avoir une perspective à 10 ou 15 ans, compte tenu de nos programmes sur les SNLE, sur les Barracuda. Eh bien, cet acteur industriel majeur doit être le pivot. C'est marrant parce que moi, je ne vous interromps pas quand vous parlez.
Ah bon? Bon, écoutez, je vais m'asseoir et puis comme ça je vous laisserai parler. Et nous aurons ainsi l'occasion de pouvoir faire de DSNS le pivot de la reconstruction de l'industrie européenne de défense. Et pour moi, je crois que c'est une bonne nouvelle pour les salariés de DSNS et c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des sites industriels de l'entreprise. Bien. Alors, je mets aux voix les trois amendements 10 rectifiés, 88 et 123 qui sont identiques. Ceux qui sont favorables à leur adoption veulent bien lever la main. Avis contraire. Ils ne sont pas adoptés. Et je mets maintenant aux voix l'article 10. Je pense qu'il y a même vote. Pas d'objection. Il est adopté. À l'article 11, j'ai une demande de parole de Monsieur Pinta. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'article 11 prévoit la privatisation de la Société nationale des poudres et explosifs, la SNPE, avec ses filiales Renco, BNC, Isochem et SME, dont les activités et le savoir-faire sont éminemment stratégiques. Cette opération va nous engager durablement. Aussi, le transfert de propriété de ce groupe doit s'accompagner de garanties, d'explications pour réussir, être compris et partagé par ses salariés. C'était le sens et l'objet de l'amendement que j'avais déposé en commission et qui reportait d'un an l'entrée en vigueur de la privatisation. J'ai accepté de le retirer à la demande de notre président pour répondre aux exigences nationales d'une application rapide, oui, rapide et attendue de la loi de programmation militaire. Néanmoins, le contexte économique et social est aussi une réalité avec laquelle il faut compter, sachant que le bassin aéronautique aquitain est fragile. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, je souhaiterais que vous renouveliez publiquement, lors de ce débat, votre engagement de prendre en compte les intérêts de ces sociétés et de leur personnel, car je reste convaincu que cette réforme, pour réussir, doit être partagée et recueillir l'adhésion la plus large possible. Il faut prendre le temps nécessaire pour faire toute la clarté sur les chances et les conditions de reprise des filiales du groupe et s'assurer d'une solution globale. Je vous remercie. Vous souhaitez répondre, Monsieur le Ministre? Monsieur le Sénateur, je sais que vous suivez de près ce dossier et vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de vous répondre lors de la réunion de commission, ce qui me permettra de répondre. Vous considérez aussi que j'aurais répondu ainsi aux amendements qui viendront de suppression, Monsieur le Président. Vous le savez, une évolution de SNPE est nécessaire. J'allais dire que SNPE, c'est la même problématique que nous avons connue sur Nexter ou sur Giat à l'époque. C'est une entreprise qui connaît des pertes chroniques. Je vous le rappelle, 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10% de son chiffre d'affaires en perte à peu près chaque année. Les années où l'entreprise a gagné de l'argent sont des années où l'entreprise a cédé des actifs. Donc on ne peut pas considérer que c'est un gain ou un bénéfice lié à l'activité. Comme vous le savez, je le dis d'ailleurs au groupe socialiste, il s'agit de reprendre un projet qui était aussi un projet d'Alain Richard, qui était le projet Héraclès, qui consistait à faire en sorte qu'on réorganise la SNPE autour de plusieurs entreprises. Safran pour la propulsion solide. Je vous transmettrai, Monsieur le Sénateur, un document extrêmement intéressant qui démontre aujourd'hui que pour la propulsion du M51, alors vous ne le voyez pas d'ici, mais l'organisation industrielle est tellement complexe aujourd'hui, c'est que pour la seule propulsion du M51, nous avons 9 transferts de responsabilité entre les sociétés productives entre le début de la construction de ce missile et l'achèvement de ce missile. Je vous transmettrai ce tableau, c'est assez intéressant. Et donc, pardon? Oui, parce que ça n'a rien de fondamentalement secret et M. Pinta est un parlementaire, donc un homme responsable. Et donc, nous allons mener cette réorganisation avec le souci à la fois de préserver les activités majeures, comme celle qui vous tient à cœur, qui est celle de Saint-Médard-en-Jalles, de faire en sorte que, autour de Safran, nous puissions préserver cette activité majeure qui est notamment toute la problématique de la propulsion solide. Nous allons essayer de construire un pôle munitionnaire qui nous manque, soit avec Nexter, pour
tout vous dire, j'ai rencontré les industriels ce midi, pour leur indiquer quelles étaient les orientations de l'État en la matière. Donc soit avec Nexter, soit avec les autres Européens, car vous le savez, il y a d'autres partenaires européens dans Orinco, et sur les parties, j'allais dire, activités civiles, nous avons aussi des discussions qui sont engagées avec un certain nombre de producteurs. J'ajoute par ailleurs que sur le site de Sorgues, 40 millions d'euros d'investissement sont en cours, preuve s'il en est que l'entreprise est considérée comme non pas une entreprise qu'il faut liquider, mais au contraire une entreprise qui est consolidée et qui doit être consolidée par un certain nombre d'investissements. Donc soyez assurés que l'activité des sites de Safran et de CNPE à Saint-Mandar-en-Jalles seront consolidées par les évolutions qui sont en cours. Merci. Maintenant, alors, je vais demander à Monsieur Chevènement de nous présenter l'amendement 11 rectifié. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, c'est une question de philosophie. Moi, personnellement, je pense que l'industrie de défense doit rester autant que possible sous le contrôle de la puissance publique. Par conséquent, je ressens tout à fait défavorablement la privatisation de la SNPE. La SNPE a 4 filiales. L'une d'entre elles, la SME, qui est une entreprise chimique, que vous allez fusionner avec un mécanicien privé, Safran. Je ne vois pas quelle synergie industrielle va dégager ce rapprochement entre une entreprise chimique et un fabricant de tuyères. Alors, vous me tendez ce tableau, je veux bien le regarder, mais je ne suis pas sûr d'avoir une compréhension immédiate, instantanée. Oui, donc, si vous voulez, un mécanicien, c'est un mécanicien, un chimiste, c'est un chimiste. Moi, je ne vois pas facilement dans ce tableau complexe ce qui conduit à cette fusion et à cette privatisation. Vous avez parlé d'un pôle munitionnaire, Monsieur le Ministre. Mais savez-vous ce qu'étaient les munitionnaires sous l'Ancien Régime, et savez-vous ce qu'on leur reprochait? C'était quand même de s'enrichir aux dépens de la puissance publique, qui était la puissance royale. Et ils ont fait des fortunes. Et on ne sait pas ce qui se passera. Nous ne sommes pas, comme vous dites, à l'abri de surprises stratégiques. Donc, votre pôle munitionnaire privé fera de très bonnes affaires. Mais, je dirais, est-ce bien raisonnable? Bien, écoutez, je ne connais pas exactement la composition du capital. Enfin, la privatisation, ce n'est pas que l'État reste le propriétaire. Vous nous engagez dans un processus où les différentes filiales de la SNPE, Isochem, Bergerac, j'oublie le nom, Bergerac NC. Tout ça, je dirais, il y a suffisamment de chômeurs comme ça, notre industrie ne se porte pas si bien qu'on puisse penser que vraiment ce soit le moment de réaliser cette opération. Mais c'est une question de philosophie. Donc voilà, moi je ne suis pas d'accord avec cette privatisation. Vous venez de suivre la discussion de l'article 5 sur la question du secret défense. Je vous rappelle que la loi de programmation militaire a été adoptée définitivement hier par les